sujet et de notre intervenant du jour. Donc, le sujet, c'était « Est-ce normal de souffrir en vieillissant? Trucs et astuces pour déjouer les douleurs persistantes ». Et pour nous parler de ça, aujourd'hui, on a donc Guillaume Léonard qui est avec nous. Je vais revenir vite fait sur un petit peu ta formation et ton parcours, ce que tu fais, où tu es en ce moment. Et après, je te laisserai la parole. Alors, au niveau de ta formation, donc Guillaume, tu as un post-doctorat en physiothérapie, donc à l'Université de Laval. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Laval, c'est au Québec. Pas à Québec, hein, mais au Québec. Mais il faut dire que l'Université Laval est à Québec. C'est mélangeant, hein? Ah! OK, alors tu fais bien de me le préciser parce que je pensais que c'était vers Montréal. Mais non, c'est à Québec. Mais la ville de Laval, il y a la ville de Laval qui est au nord de Montréal et l'Université Laval qui est à Québec. Attention, c'est sur le ma terre aussi. OK, parfait. Si jamais je me trompe, vous me ferez les corrections. Hein. Donc ensuite, un post-doctorat en physiothérapie à l'Université de Laval. Ensuite, tu as également un PhD en sciences cliniques, donc sur les douleurs, à l'Université de Sherbrooke. Un MSc, alors ça, c'est un master en fait. MSc, c'est ça. Maîtrise, effectivement. C'est ça, maîtrise. En sciences de l'activité physique, donc neurosciences, à l'Université d'Ottawa. Et alors B, ça doit être un baccalauréat. C'est ça, baccalauréat. J'ai toujours des problèmes avec le dire parce que baccalauréat, ça n'a rien à voir en France, pardon, moi qui suis originaire de France. Rien à voir le baccalauréat en France et le baccalauréat au Québec. En physiothérapie à l'Université d'Ottawa également. Et aujourd'hui, alors, tu es professeur à l'Université de Sherbrooke et tu es également chercheur au Centre de recherche sur le vieillissement. Tu m'as écrit dans ta petite bio que tu t'intéressais au problème de la douleur chez les aînés et que le but de tes travaux, c'était de cerner les mécanismes neurophysiologiques impliqués dans la... pardon, j'ai encore une personne dans la salle d'attente. Pardon. Je vais reprendre. Donc, tes travaux, ça vise à cerner les mécanismes neurophysiologiques impliqués dans la chronicisation de la douleur et à améliorer l'évaluation et le traitement de la douleur chez les populations vieillissantes. Et que donc, en tant que physiothérapeute, tu t'intéresses particulièrement au potentiel des techniques de neurostimulation pour diminuer les douleurs et maximiser la fonction physique. Ça paraît un peu compliqué tout ça, mais je suis sûre ça va se dénouer au fur et à mesure de la présentation. Donc, sans plus tarder, je vais te laisser la parole. Si tu as quelque chose à partager, tu peux. Sinon, en tout cas, c'est ouvert. Et puis, au niveau des questions, tu t'organises comme tu veux. Si tu veux, moi, je vais regarder un œil sur tout le monde, mais soit on peut le faire après, soit s'il y a des personnes qui ont envie de poser une question, vous pouvez aussi me les demander dans le chat ou vous faire un petit coucou de la main si vous avez quelque chose à demander. Et puis, voilà. Donc, je te laisse la parole et merci encore d'être avec nous aujourd'hui. C'est un réel plaisir. Vous voyez bien ma présentation? Oui. Très bien. Alors, merci à vous. Merci pour l'invitation. J'étais très content lorsque j'ai reçu ce message de Mme Landriot. Ça remonte quand même à quelques mois passés. Moi, comme on l'a dit d'entrée de jeu, ça avait l'air bien savant, mais vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que ça. On va réussir à bien échanger sur un domaine qui nous rejoint tous et toutes, la douleur. Et je suis particulièrement content de vous parler. On a fait un petit peu ma biographie, mais je dois vous dire que j'ai grandi, moi, dans l'Est ontarien, une petite ville qui s'appelle Hawkesbury, qui est entre Montréal et Ottawa. Et donc, j'ai grandi. Maintenant, je suis à Sherbrooke depuis plusieurs années, après mon parcours d'études. Mais je suis resté franco-ontarien dans l'âme et je sais très bien ce que c'est que de vivre en situation minoritaire et donc de parler à cette communauté francophone, à parler à des Fransaskois aujourd'hui, cet après-midi. J'étais très, très content. Donc, on l'évoquait tout à l'heure, on va parler de douleur cet après-midi. Là aussi, je le mentionnais, la douleur, c'est quelque chose qui est universel. Hein? Lorsque je me déplace, il faut dire que je me déplace peut-être un petit peu moins ces temps-ci. Pandémie oblige, les voyages sont moins fréquents. Mais lorsque je parle à des gens de mon entourage et que je leur dis que je travaille sur la douleur, ça donne toujours place à des discussions
très intéressante. Et la raison, on le disait, c'est parce que la douleur, c'est une expérience qui est universelle. Vous avez vu, je me suis installé dehors. Il fait beau ici à Sherbrooke également aujourd'hui, mais si jamais le son n'est pas bon ou quelqu'un a l'idée de couper son gazon cet après-midi, faites-moi signe et je rentrerai à l'intérieur. Et donc, on peut ressentir de la douleur à différents moments. La douleur, c'est une expérience qui est universelle. On peut ressentir de la douleur lorsqu'on travaille. Par exemple, on a une photo ici de moi en fin de semaine dernière, lorsque je tentais de faire quelques travaux de rénovation. Et comme vous pouvez le voir ici, et comme aime me le rappeler gentiment mon épouse, je suis beaucoup plus à l'aise derrière un écran d'ordinateur qu'avec un marteau dans les mains. On peut ressentir de la douleur, pas seulement lorsqu'on travaille, mais aussi lorsqu'on profite de la vie comme un bel après-midi. Je me mets en danger un tout petit peu, même cet après-midi. Après un long hiver, des fois, on a tendance à profiter peut-être un peu trop rapidement des rayons du soleil et ça peut donner une situation comme ça, où là aussi, on va ressentir ce que l'on appelle de la douleur. Et lorsqu'on regarde autour, et puis on regarde les êtres vivants dans leur ensemble, on peut s'imaginer que l'expérience, que le phénomène de la douleur, ce n'est pas quelque chose qui est propre à l'être humain, mais c'est quelque chose qui touche même les animaux. On peut le voir ici, même le roi des animaux qui semble ressentir une vive douleur à l'arrière-train après avoir été mordu par un petit lionceau un peu trop entreprenant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, de formation et de profession, je suis physiothérapeute, mais je suis aussi neurophysiologiste. Alors, j'aime beaucoup m'intéresser à la neurophysiologie de la douleur. On va faire un bref parcours. Vous allez voir, on va garder ça simple, on va s'amuser. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on se blesse comme ça, suite à un coup de marteau, comme j'ai vécu en fin de semaine? Eh bien, ce qui est à savoir, c'est que la douleur, vous voyez ma flèche, je crois, se déplacer? Oui, très bien. Donc, la douleur va d'abord être captée par des récepteurs à la douleur. En fait, on dit récepteurs, mais ce n'est pas vraiment des récepteurs. Ce sont des terminaisons nerveuses libres qu'on voit ici, qui sont situées, par exemple, au niveau de la peau ou à différents endroits du corps. Ce sont ces terminaisons nerveuses qui vont capter le message de douleur et le transmettre aux nerfs. Une fois qu'ils sont activés, ces nocicepteurs, ces terminaisons nerveuses libres, vont transmettre l'information de douleur, le message de douleur par l'entremise de fibres nerveuses. Et là, il y en existe deux grands types. Il y a des fibres plus grosses, qu'on appelle, nous, dans notre langage de neurophysiologiste, des fibres A-delta. Et ces fibres-là sont plus grosses et sont myélinisées. De la myéline, c'est un peu de l'enveloppe. Vous avez eu des thèmes, je pense, vous avez sûrement parlé du système nerveux dans les dernières conférences. Mais si je peux vous rappeler, la myéline, c'est un peu comme un isolant qui est autour des nerfs et qui va aider à propager l'information, le message, l'influx nerveux. Dans ce cas-ci, le message de douleur. Et comme les fibres sont plus grosses, comme elles sont myélinisées, eh bien, le message de douleur va être transmis plus rapidement. Il y a d'autres fibres qui sont plus petites. Celles-là, on va les appeler les fibres C. Et elles n'ont pas de myéline et donc, par le fait même, elles vont transmettre le message de douleur plus lentement, ce qui va donner naissance au phénomène qu'on connaît bien, qu'on a bien documenté en recherche, qui s'appelle le phénomène de première et seconde douleur. Et vous avez probablement vécu ce phénomène-là de première et seconde douleur. Par exemple, lorsque vous frappez le pouce avec un marteau, très, très, très rapidement, il va y avoir une première sensation de douleur qui est bien localisée au niveau du pouce où vous êtes tapé. Cette première sensation de douleur-là, je le répète, elle est transmise par les plus grosses fibres, les fibres qui sont myélinisées. Et suite à ce premier coup-là, à cette première douleur-là que vous ressentez, vous avez l'occasion des fois de réfléchir et vous dire « Oh, pelaille, ça va faire mal. » On a quelques secondes, on dirait, pour y penser. Et là, il y a une deuxième douleur qui arrive. Et là, on a l'impression que c'est tout notre pouce on sent notre cœur même parfois battre à l'intérieur de notre pouce. Et on a cette deuxième sensation de douleur qui arrive par la suite. Et ça, c'est causé donc par ces fibres-là plus lentes qui apportent le deuxième message de douleur. Donc, vous voyez que ces concepts-là de neurophysiologie ont des impacts, ou en tout cas, on les voit, on les ressent dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Eh bien, le message de douleur va poursuivre son chemin jusqu'au niveau de la moelle épinière qu'on voit ici, où là, il va y avoir échange d'informations avec un autre neurone.
Et ce neurone-là va apporter le message de douleur jusqu'au niveau, à la base du cerveau, puis ensuite jusqu'au niveau du cerveau. Je parle de message de douleur, mais en fait, si je voulais être puriste, hein, les neurophysiologistes, des fois, on est très, très pointilleux dans les termes, les universitaires de façon générale, on va parler de message nociceptif plus que de message de douleur. Pourquoi? Parce que c'est seulement lorsque ce message nociceptif va avoir atteint les centres supérieurs, atteint le cerveau, que la personne va ressentir de la douleur et que là, on va pouvoir véritablement parler de douleur. Avant ça, on va parler de nociception, d'activité nociceptive, d'influx nociceptif, mais c'est seulement lorsque cet influx nociceptif atteint le cerveau que la personne va ressentir la douleur. Et la douleur, eh bien, ça demeure une perception. C'est pour ça que la meilleure façon d'évaluer la douleur, on pourrait dire, il me semble que ça pourrait être beaucoup plus simple d'avoir un petit appareil qu'on viendrait mettre au niveau des nerfs et on pourrait venir mesurer la douleur directement. Ce serait beaucoup plus fidèle, ce serait beaucoup plus objectif. Mais non, ça ne se fait pas. C'est pour la raison que je viens d'évoquer. C'est que la douleur, c'est une perception. Donc, la façon qu'on évalue la douleur, encore aujourd'hui, en 2021, c'est en demandant à la personne de nous dire un chiffre, par exemple, de 0 à 10, 0 étant aucune douleur et 10 étant la douleur la plus élevée qu'elle peut imaginer. De la même façon que lorsque vous allez chez l'optométriste, hein, qu'on ajuste votre prescription, l'ultime façon de savoir c'est quoi votre prescription, on a différents tests qu'on fait avant, mais ultimement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait basculer différents verres, différentes lentilles. Et on vous demande, vous, est-ce que vous voyez mieux avec cette lentille-ci ou avec cette lentille-là? Eh bien, c'est parce que la subjectivité ou la perception est très importante pour la vision comme elle l'est pour la douleur. Si on revient à notre trajet, ici, vous revoyez le même trajet dont je vous ai parlé, donc au niveau du nerf périphérique. Au niveau de la moelle épinière ensuite, c'est envoyé vers le cerveau où là, on ressent la douleur. Vous voyez que j'ai mis un petit système d'alarme ici. Hein. C'est souvent comme ça qu'on fait. C'est une image qu'on aime bien utiliser pour faire référence à la douleur. C'est-à-dire que la douleur a ce côté-là très positif et très bénéfique pour l'organisme, c'est-à-dire qu'elle nous prévient de quelque chose qui cloche, hein, qui peut mettre l'intégrité de notre organisme en danger. Quand il y a quelque chose qui est douloureux, bien, ça nous avise qu'il y a quelque chose à faire pour éviter qu'on se blesse, par exemple. Par exemple, pour une douleur aiguë qu'on voit ici, hein, lorsqu'on se met la main sur un rond de poil chaud, bien, ce message de douleur-là qu'on va recevoir va nous inciter à enlever notre main du rond de poil pour éviter de se blesser. Et ça, c'est très bien. Hein, si on n'avait pas ce message de douleur, probablement qu'on ne vivrait pas très longtemps. On se blesserait et on finirait par il y aurait des conséquences fâcheuses à tout ça. Mais là où ça se corse, hein, c'est que parfois, malheureusement, ce phénomène-là s'emballe, la douleur s'emballe et elle peut devenir chronique. Et lorsqu'on parle de douleur chronique, eh bien là, à ce moment-là, on s'entend aujourd'hui pour dire qu'il n'y a plus de rôle bénéfique. Hein, c'est plus utile pour l'organisme et même les chercheurs, les cliniciens s'entendent aujourd'hui généralement pour dire que dans un cas où la douleur devient chronique, eh bien, celle-ci doit être considérée comme une maladie en soi, qu'il faut traiter parce que ça a des impacts sur notre qualité de vie, sur notre fonction. Alors, il faut vraiment voir la douleur comme une maladie à traiter. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que nous sommes tous égaux devant la douleur? J'ai le goût de vous poser la question, en fait, si on compare les hommes et les femmes. Hein, est-ce que les hommes et les femmes sont aussi touchés par la douleur qu'un que l'autre? C'est quoi vos opinions? N'hésitez pas à ouvrir vos micros et me dire ce que vous en pensez. Oui, j'allais dire, vous pouvez vous exprimer, ouvrir vos micros et... Vas-y, Michel. D'après mon épouse, je suis plus douloureux qu'elle. C'est souvent ce qu'on entend, effectivement. Est-ce que c'est ce que vous percevez ou vous entendez de votre côté, les autres? Jacqueline, tu voulais dire quelque chose? C'est ça. Je pense que moi, j'ai l'impression les femmes, on est plus tolérantes à la douleur que les hommes. C'est le message que j'entends généralement, effectivement. Et
Et au risque peut-être de me faire quelques ennemis parce que je le dis avec un E, souvent c'est l'histoire qu'on entend, hein, les femmes accouchent et tout, mais je ne suis pas en train de remettre en question. Je pense qu'effectivement, j'aurais probablement pas été capable de passer à travers l'accouchement qu'a vécu mon épouse. Mais lorsqu'on fait venir les gens, des hommes, des femmes en laboratoire et qu'on leur fait des... Parce qu'on fait son nez méchant des fois, nous, les chercheurs en douleur, hein, on fait venir les gens dans notre laboratoire puis on leur crée des douleurs. On a toutes sortes de façons de créer des douleurs chez les gens et on peut évaluer comme ça des mécanismes, les seuils de douleur et tout. Et ce qu'on voit généralement, c'est que les hommes sont plus tolérants face à la douleur que les femmes. Et là-dessus, il y a plein de facteurs qui peuvent l'expliquer. On parle de facteurs, le fameux système, vous l'avez peut-être déjà entendu, le modèle biopsychosocial. Donc, bio, on va parler des hormones sexuelles, hein, les hormones mâles comme la testostérone qui auraient un effet plutôt anti-nociceptif, c'est-à-dire que ça baisserait le niveau de douleur, alors que la progestérone aurait l'effet inverse. Mais il y a beaucoup aussi, je vous dirais, le psycho et le social. C'est-à-dire que pour un homme, des fois, hein, c'est encore certains stéréotypes. C'est plus ou moins bien vu de dire qu'on ressent de la douleur. C'est bien vu, au contraire, de dire qu'on est fort et qu'on est capable d'endurer. Et pour bien illustrer ça, je vous relate très rapidement les travaux de quelques études qui avaient évalué, justement, comparé les hommes et les femmes. Et ce qu'ils avaient remarqué, c'était que lorsqu'on regardait le seuil de tolérance des hommes, c'est-à-dire à quelle température, par exemple, on pouvait se rendre avant qu'on atteigne la douleur maximale des hommes, eh bien, c'était différent quand l'expérimentateur était un homme ou était une femme. Quand, par exemple, lorsque l'expérimentateur, ou je devrais dire l'expérimentatrice, lorsque c'était une femme qui faisait l'expérience, bien, vous vous en doutez peut-être, hein, tout à coup, le seuil de tolérance devenait un tout petit peu plus haut chez les hommes que quand c'était un homme qui testait. C'est un peu comme si l'homme veut montrer qu'il est capable d'en prendre devant une jolie demoiselle, par exemple. Alors, il y a clairement des facteurs comme ça, psychosociaux, qui peuvent jouer un rôle. Sinon, j'enchaîne en vous demandant, entre les personnes plus jeunes et les personnes plus âgées, qui sont davantage touchés par la douleur, vous croyez? Et là aussi, n'hésitez pas à ouvrir vos micros. Ah, Nicole, je vois que tu dis... Mais on ne t'entend pas, c'est bizarre. Oh non, on ne t'entend pas. Oh zut. Sinon, vous pouvez l'écrire dans le chat peut-être. Ah, pourquoi pas. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer? Brigitte? Non, j'ai des questions pour après. Ok. Bon, alors, je ne sais pas trop. Ah, Roloud, tu voulais dire quelque chose? Ah, c'est comme après mon expérience, je vois que les personnes âgées, c'est comme supportent plus la douleur que les personnes aînées. Alors, c'est pour ça que je pars avec comme les personnes que les personnes jeunes. Alors, les aînés, c'est comme supportent plus. C'est de mon expérience, mon propre expérience, je veux dire. D'accord. Bien, merci de l'avoir partagé, mais là aussi, je vais être obligé de vous contredire, malheureusement. Donc, les personnes plus âgées, non, malheureusement, sont davantage touchées, c'est ce qu'on voyait ici, hein, sont davantage touchées par la douleur chronique. Et pour vous montrer faire valoir mon point, hein, les chercheurs, c'est comme ça. Hein. Bon, on aime ça quand vous nous croyez sur parole, évidemment, mais on aime bien vous montrer des études, des chiffres, des statistiques. Et je vous montre ici une étude de Irwin et collaborateurs qui a été faite à la fin des années 1990. J'ai pris cette étude-là au hasard, mais j'aurais pu en prendre plein d'autres, où dans cette étude-là qui avait été faite au Royaume-Uni chez plusieurs milliers de participants, on avait demandé plein de questions aux gens. C'est un sondage. Et une question, la question que je trouve la plus intéressante, c'était une question en lien avec la douleur. Et on demandait aux gens est-ce qu'ils avaient ressenti de la douleur au cours des derniers jours. Et vous voyez à partir de ce tableau-là, si on regarde la première ligne que je viens de mettre en surbrillance, donc c'était les gens qui avaient rapporté de la douleur à un endroit ou plus, eh bien, chez les femmes de 16 à 44 ans, c'était 35 des répondants qui répondaient oui à la question et ça grimpait à 63 pour les femmes de 75 ans et plus. Pour les hommes, on voit la même tendance, hein, 35-36 pour les hommes de 16 à 44 ans et ça grimpait à 48-49 pour ceux qui étaient âgés de 75 ans et plus. Et selon les études, en fait, il y en a qui vont jusqu'à affirmer que les aînés, hein, ce serait un aîné sur deux qui serait touché par la douleur chronique. Il y a pratiquement 50 des gens
la population aînée qui serait touchée par la douleur. Alors, c'est énorme. C'est énorme. Donc là, évidemment, là, je suis en train de parler de... on pourrait dire au niveau du seuil de tolérance et du seuil de perception. Si on parle de ça, le seuil de tolérance est un petit peu plus bas aussi chez les aînés. Mais là, on est en train de parler vraiment plus du problème au niveau de l'épidémiologie. Hein. C'est quoi l'impact que ça a chez les gens qui sont touchés par la douleur chronique? La douleur, malheureusement, est souvent sous-rapportée et sous-traitée chez la personne âgée. Et ce phénomène-là, je dirais qu'il est probablement attribuable à plusieurs fausses croyances qu'entretiennent les aînés et leurs proches en lien avec la douleur. Est-ce qu'il y en a qui ont quelques idées de ces fausses croyances-là? Je dirais que la religion doit jouer un rôle là-dedans. Ah, oui, M. Vézina, vous avez bien vu, hein? C'était un de mes éléments de réponse, tout à fait. Hein, l'idée qu'il faut endurer la douleur pour gagner notre ciel, hein? Bon, il y a des relents, je pense, de ça encore aujourd'hui, tout à fait. Je le pense aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre personne qui veut réagir? J'y vais, hein? Je vais avec une aussi que j'entends souvent, mais que c'est normal. C'est normal de souffrir en vieillissant. En vieillissant, c'est un processus contre lequel on ne peut pas se battre. Alors, il y a un peu cette fatalité-là que j'entends parmi les personnes qui vieillissent. Monsieur Vézina l'a évoqué, hein, ce côté-là religieux qu'on a besoin d'endurer la douleur pour gagner notre ciel. C'est sûr que je ne peux pas me prononcer, je ne suis jamais allé de l'autre côté pour revenir, mais en tout cas, de ma conception, mais ma conception de chercheur, je ne pense pas que ce soit vrai. Je ne pense pas qu'il y ait un passe-droit ou un laisser-passer plus rapide pour aller au ciel si vous endurez votre douleur. Alors, je ne vous encourage pas nécessairement à aller dans cette direction-là. Il y a aussi, et ça, on le voit pour pas seulement la douleur, hein, mais pour beaucoup d'autres éléments, il y a cette peur-là de déranger les autres. Et ça rejoint peut-être le premier point aussi, où devant cette fatalité-là, où on dit que c'est normal de souffrir en vieillissant, bien, je ne dérangerai pas mes enfants, je ne dérangerai pas mon médecin avec ça. C'est normal, il faut juste que j'endure. Il y a de la peur des médicaments aussi pour certaines personnes. Et là, dans cette épidémie qu'on connaît sur les opioïdes, évidemment, c'est peut-être encore plus vrai. Les opioïdes, la morphine, qui a aussi cette connotation-là très négative chez beaucoup de personnes. On dit, mon Dieu, la morphine, on donne ça quand je suis en fin de vie, donc je ne veux clairement pas recevoir de la morphine. Là-dessus, je vous rassure en disant qu'il n'y a pas seulement les opioïdes comme médicaments. Et même dans certains moments, ça peut être tout à fait indiqué de prendre des opioïdes. Mais il y a cette crainte-là chez certaines personnes, donc de dire, moi, je ne veux pas prendre de médicaments, donc je ne veux pas même alarmer ou lever le drapeau devant mon médecin. Et il y en a plein d'autres, évidemment. J'aurais pu continuer comme ça très, très longtemps. Une question que j'aime souvent poser à mes étudiants, hein, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que la douleur est plus fréquente chez les aînés? Et je vous la pose à vous. Est-ce que vous avez des idées pourquoi cette douleur-là est plus fréquente chez les aînés? Est-ce que je vais dire quelque chose. Peut-être parce qu'on se dit qu'en vieillissant, les articulations ont beaucoup plus travaillé, et puis tout ça, donc on se dit que peut-être c'est un peu rouillé, c'est pour ça que ça fait des douleurs. Enfin, je pense. Nicole, elle a mis aussi, oui, parce que le corps commence à se détériorer. Oui, tout à fait, c'est ce que j'entends, puis je suis très, très heureux de vous entendre parce que c'est les réponses typiques que je reçois. Effectivement, quand je pose la question à mes étudiants en médecine à qui j'enseigne ou en physiothérapie, en ergothérapie, c'est les réponses qu'on me donne typiquement, classiquement. C'est-à-dire que c'est normal en vieillissant, hein, notre système musculo-squelettique vieillit, nos os, nos articulations, notre cartilage s'use, on se met à avoir de l'arthrose. Et là-dessus, donc, je vous dirais oui, vous avez raison, mais en partie seulement, juste en partie. Et je vous explique pourquoi, encore là, je vous montre une étude pour tenter de vous convaincre. Et là, encore une fois, j'en ai pris une au hasard, j'aurais pu en prendre plein des études comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines. Dans cette étude-ci, ce que les chercheurs ont fait, c'est qu'ils ont regardé la relation entre la douleur ressentie par les gens et les changements radiographiques liés à l'arthrose, donc de changements au niveau du cartilage, de l'articulation, chez les gens qui participaient à l'étude. Et ce que les chercheurs ont observé, c'est qu'il y avait seulement 47 % des patients qui présentaient des signes d'arthrose qui rapportaient de la douleur. Ça, inversement, ça veut dire qu'il y a plus de la moitié, 53 % des gens qui ne présentaient pas de signes d'arthrose qui rapportaient de la douleur.
Et à l'inverse, seulement 15 des patients rapportant de la douleur avaient des signes radiographiques d'arthrose. Alors, vous voyez ici que la relation n'est clairement pas parfaite. Hein? Il y a des gens donc, qui ont peu de changements, pas de changements, qui rapportent beaucoup de douleur, et d'autres personnes qui ont des gros changements dégénératifs au niveau de leurs articulations et qui n'ont pratiquement aucune douleur. Alors, comment expliquer ça? Eh bien, là-dessus, je vous dirais que oui, on disait tout à l'heure, notre corps vieillit, notre système musculo-squelettique vieillit, oui, mais aussi notre système nerveux vieillit. Lui aussi, il vieillit. Et je ne vous ai pas dit tout à l'heure toute l'histoire. Hein. Je suis passé un peu vite quand on a parlé de neurophysiologie. J'ai omis de mentionner certaines choses. Je vous ai dit, oui, que les cellules du système nerveux étaient importantes pour transmettre le message de douleur, mais ces cellules-là vont aussi jouer un rôle important dans la modulation du message de douleur. Hein, c'est-à-dire qu'on a à différents niveaux de notre système nerveux des mécanismes qui vont soit venir freiner ou amplifier le message nociceptif, la transmission du message nociceptif. Ici, c'est une figure tirée d'un de mes, de mon directeur, mon superviseur au doctorat, lorsque j'ai fait mes études au doctorat. Il aimait bien classifier ce système-là de modulation en 3 niveaux. Donc, il y a des mécanismes qui sont situés ici en bleu au niveau de la moelle épinière, d'autres en vert ici au niveau du tronc cérébral, donc une petite région à la base de notre cerveau, et d'autres régions au niveau même de notre cerveau, donc des centres supérieurs. Et j'aime bien comparer ça, moi, à un gradateur rotatif. Hein, on dit en bon québécois, en bon canadien français, un dimmer. Donc, ce qui nous permet, vous savez, ce qui nous permet d'augmenter ou de diminuer l'intensité lumineuse. Eh bien, dites-vous que comme ça, à différents endroits de votre système nerveux, il y a ce dimmer-là, ce gradateur rotatif qui peut augmenter ou diminuer la transmission du message nociceptif et ultimement la perception de douleur. On peut commencer par regarder ce qui se passe au niveau de la moelle épinière. Et ça, en fait, je dois vous dire que ça a été révolutionnaire. C'est une percée qu'on a faite ici au Canada, à Montréal, de façon plus précise, dans les années 1960, en 2 chercheurs, Ronald Melzack et Patrick Wall, qu'on voit ici, assis sur un banc, on l'a rajasé. Et donc, ils ont révolutionné dans les années 60 notre compréhension de la douleur. Parce que jusque dans les années 60, on avait cette vision-là très linéaire de la douleur. C'est-à-dire qu'on se fait une petite blessure, il va y avoir un petit influx nerveux qui va être envoyé, ça va faire un petit peu mal. Et au contraire, si j'ai une grosse blessure, bien là, ça va faire très mal. Dans les années 60, avec leur fameuse théorie du portillon, en anglais, on dit gate theory, vous pouvez taper ça sur le web si vous voulez. Donc, ils ont vraiment révolutionné en apportant cette idée-là qu'au contraire, non, ce n'était pas linéaire, mais qu'il y avait ces systèmes-là. Et eux ont décrit ce qui se passait au niveau de la moelle épinière. Donc, ils l'ont mis ici de façon très imagée, mais ça reste peut-être quand même un peu complexe. J'aime bien cette figure-ci, moi, qui permet d'illustrer les mécanismes, les principes de la théorie du portillon. Ce que vous avez ici, hein, c'est le wagon méchant avec les influx nociceptifs, le message de douleur, qui tente de rejoindre le cerveau. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en stimulant les fibres non douloureuses, hein, les grosses fibres qui apportent des sensations non douloureuses, bien, cette information-là va rejoindre la moelle épinière et venir freiner, bloquer, fermer le portillon, donc empêcher le message de douleur de rejoindre les centres supérieurs. Et vous avez probablement déjà expérimenté les principes et même utilisé les principes de la théorie du portillon dans votre vie de tous les jours. Donc, lorsque vous vous frappez le gros orteil sur le coin d'un meuble, qu'est-ce qu'on fait souvent? C'est quoi notre réflexe? Après avoir dit quelques gros mots, souvent, c'est de prendre notre orteil et de frotter. Hein? En frottant comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On vient stimuler nos grosses fibres qui vont arriver au niveau de la moelle épinière et venir bloquer le message de douleur. Alors, c'est quelque chose que vous utilisez dans la vie de tous les jours. Je vous dirais, c'est les mêmes principes hein, qui sous-tendent les bienfaits du massage. Hein, lorsque vous allez vous faire masser, le massothérapeute va venir stimuler la peau, envoyer des informations non douloureuses jusqu'au niveau de la moelle, et c'est ce qui va venir bloquer le message de douleur au niveau spinal, au niveau de la moelle épinière. Il y a des appareils aussi qui ont été développés. On utilise ça parfois en physiothérapie. Vous avez peut-être entendu parler de neurostimulation périphérique, ou en anglais, on dit TENS, pour Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation. Donc, c'est des appareils où on vient mettre des électrodes comme ça sur la peau
ça nous permet de stimuler ces grosses fibres-là qui vont venir bloquer le message dans la moelle épinière. Donc ça, c'est pour un niveau. Si on arrive au deuxième niveau, au niveau du tronc cérébral en vert ici, on va beaucoup aussi parler de contre-irritation. Alors, l'idée, c'est de créer une douleur pour soulager par la suite la douleur qui était là initialement. Vous avez peut-être déjà entendu parler au Moyen Âge, on faisait ce qu'on appelle des saignées. Est-ce que c'est quelque chose qui vous sonne une cloche? Hein? Oui. Quand les gens étaient malades, avaient une maladie, pour tenter de les guérir, on faisait ce qu'on appelle des saignées. On les purgeait. Donc, on disait on va évacuer le pathogène qu'on pensait qu'il était dans le sang et comme ça, la personne va se sentir mieux après. Et souvent, effectivement, la personne allait mieux. Et on faisait aussi des trépanations dans certaines cultures. Hein. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce phénomène-là. On pensait dans certaines cultures que si la personne était malade, c'est parce qu'il y avait un esprit qui s'était infiltré à l'intérieur de son crâne. Et on faisait un trou à froid, littéralement, hein, dans son crâne pour laisser ce mauvais esprit s'échapper. Et suite à ça, la personne allait mieux. Peut-être, moi, je pense que c'est peut-être qu'elle n'avait pas le goût de recommencer. Hein? Peut-être qu'elle disait finalement, ça va bien, laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. C'était pas si pire que ça, mon autre douleur. Mais l'explication qu'on en a, c'est que cette douleur-là, créée par la saignée, par la trépanation, montait, vous le voyez ici, elle montait jusqu'au niveau du tronc cérébral, venait activer certaines neurones et ces neurones-là redescendaient et venaient bloquer le message de douleur au niveau de la moelle épinière. Donc, ça montait jusqu'au niveau du tronc cérébral, ça activait les systèmes de freinage, ça redescend et ça bloque le message de douleur. Et nous, on étudie ça, on est capable d'étudier ça en laboratoire et on utilise même ces principes-là dans nos traitements, en physiothérapie ou en médecine ou ailleurs. Je vous dirais qu'on a évolué, donc on n'utilise plus de saignée ou de trépanation. On a des façons peut-être un peu plus pas civilisées, disons-le comme ça, de créer des douleurs chez nos gens. Donc, quand vous allez chez votre physiothérapeute ou votre massothérapeute et que vous avez des massages, mais qui sont douloureux, hein, vraiment des pressions très profondes, et bien, cette douleur-là, ce qui va se passer, c'est que ça va monter et venir activer les systèmes de freinage. Certaines personnes aussi, hein, on a tendance à faire ça, un peu de l'automassage, on vient se faire des pressions très, très profondes, souvent même douloureuses. Certains vont même utiliser des balles de tennis. Vous avez peut-être déjà entendu ce truc-là, ou dire, j'ai mal dans le dos, donc je vais au niveau de la fesse et je vais rouler une balle de tennis au niveau de ma fesse. Mais la douleur créée par cette stimulation-là va venir activer les systèmes de freinage dont je vous parlais. En plus, évidemment, d'avoir l'effet bénéfique que ça peut avoir au niveau du relâchement musculaire. Et enfin, si on arrive au troisième niveau, on est au niveau des centres supérieurs, au niveau du cerveau. Alors même là, oui, on peut encore moduler le message nociceptif et la perception de douleur. Pour vous donner un exemple, hein, et là, souvent, les gens disent, d'emblée, je dis la douleur, c'est dans la tête que ça se passe, mais si je peux vous donner des exemples très concrets. Imaginons que on va prendre M. Vézina, parce qu'il a parlé tout à l'heure, et que je prends M. Vézina et que je lui mets un bandeau sur les yeux, que je l'apporte dans une pièce et puis que là, je lui fais couler de la cire chaude sur les jambes, la cire très chaude hein, sur les jambes, et puis que là, je prends un morceau de tissu puis je viens mettre ça sur ses jambes comme ça. Je laisse le poil se prendre bien comme il faut et puis que là, je tire d'un seul coup. Ah, ça devrait être assez douloureux, M. Vézina. Hein? Vous allez convenir avec moi? Oui, hein? Mais savez-vous quoi? Il y en a hein, qui font ça de façon délibérée. Il y a des femmes surtout hein, qui font ça jour après jour de façon délibérée. Ils se coulent de la cire chaude sur leurs jambes et s'arrachent les poils comme ça. Est-ce que ça fait mal? La réponse est oui, évidemment. Mais beaucoup moins que si je le faisais de force comme je vous l'ai présenté avec M. Vézina. Pourquoi? Parce que d'un, je contrôle ce qui est en train de se passer. Je le fais aussi pour être plus joli, hein, pour mon conjoint, pas ma conjointe, mon conjoint plus souvent. Je le fais pour quelqu'un que j'aime et je veux paraître. Donc, ce contexte-là va venir moduler comment le message va être interprété et ressenti, le message de douleur. Maintenant, imaginons qu'on fait une autre expérience. Je vais encore prendre M. Vézina, je ne suis pas gentil avec vous, là. Et là, vous allez voir, je suis assez sadique. Hein? Imaginez qu'on prend M. Vézina et qu'on lui enfonce des crochets, un peu comme des crochets à pêche, hein, dans la peau du dos, jusque dans les muscles. Je lui en enfonce comme ça quelques-uns. Et puis que là, je le prenne et que je le suspende comme ça dans les airs. Hein? Est-ce que ça va être douloureux, M. Vézina? Je pense que oui. Hein? Bien, vous avez peut-être vu ce genre d'image-là passer. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez vu, mais dans certaines tribus, encore aujourd'hui, hein, mais beaucoup moins quand même, mais
pendant longtemps, c'était une espèce de passage, un rite que certaines personnes, des personnes, des hommes plus jeunes vivaient pendant un certain temps. On les laissait comme ça suspendus pendant quelques heures. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils ne ressentaient pas de la douleur, pas du tout. Mais dans le contexte, pour vous remettre en contexte, c'était fait chez des jeunes hommes au moment où ils devenaient des guerriers, des chasseurs. Donc, il y avait vraiment tout ce contexte-là très positif où les hommes avaient hâte de vivre ce rituel-là et c'était associé à quelque chose de positif. Alors, je le répète, je ne suis pas en train de dire qu'ils ne ressentaient pas de douleur, mais comme c'était fait dans ce contexte-là très positif, je réutilise le terme positif, mais c'était interprété souvent de façon comme à faire en sorte que la douleur était perçue comme étant moins intense que si je l'avais fait de force, comme je l'évoquais encore une fois avec M. Vézina. Pour reprendre un autre exemple, peut-être un peu moins sadique, hein, vous connaissez peut-être l'hypnose. Hein, l'hypnose, toutes les suggestions, l'interprétation, mais ça aussi, on est en train de jouer au niveau des mécanismes du cerveau, au niveau des centres supérieurs et les études scientifiques sont unanimes. On montre clairement des effets. On est capable de réduire la perception de la douleur avec des interventions comme l'hypnose. Et ce n'est pas juste le patient qui nous dit ça pour nous faire plaisir. Lorsqu'on regarde ce qui se passe dans certaines études ici, c'est une étude d'un de mes collègues à l'Université de Montréal, le professeur Pierre Rainville, il avait montré que les gens, lorsqu'ils faisaient des suggestions hypnotiques, lorsqu'ils utilisaient l'hypnose, les gens rapportaient moins de douleur, et non seulement ils rapportaient moins de douleur, mais dans certaines parties du cerveau impliquées dans la perception de la douleur, on voyait une diminution de l'activité cérébrale. Donc, c'est clairement, il y a quelque chose qui se passe même au niveau du cerveau qu'on est capable de mesurer avec des outils de neuroimagerie. Ce n'est pas juste imaginer, ce n'est pas juste pour nous faire plaisir, il y a quelque chose qui se passe avec l'hypnose lorsqu'on utilise ça chez nos patients. Mhm. Et je vous dirais là-dessus, moi je vous montre ma figure tout de suite, hein, ce qui a évolué au cours des dernières années, il y a même des approches qu'on appelle la stimulation transcrânienne. Hein. Donc, depuis le début des années 2000, certains laboratoires ont proposé qu'on pourrait stimuler le cerveau. Tout à l'heure, je vous disais qu'on peut mettre des électrodes sur la peau, mais pourquoi pas mettre des électrodes directement sur la tête, sur le cuir chevelu, pour tenter de stimuler le cerveau. Il y a des gens assez fous comme ça qui ont tenté de le faire au début des années 2000 et ils ont montré effectivement que ça pouvait être efficace. Moi, quand j'ai ouvert mon laboratoire au début des années, en fait, c'était en 2012, quand je suis arrivé officiellement comme professeur à l'Université de Sherbrooke, je me suis intéressé à ces approches-là de neurostimulation transcrânienne. Avec ici, vous voyez ma collègue Dominique Lorrain, qui est psychologue avec moi au Centre de recherche sur le vieillissement. Et ici, c'est une de mes étudiantes, Marie-Philippe Harvey, qui est à la maîtrise et qui termine actuellement son doctorat avec moi. Et ce qui est à savoir, c'est qu'à l'époque, il y avait beaucoup d'études qui avaient été faites sur ces approches de stimulation transcrânienne, mais c'était toujours fait chez des adultes et jamais chez des personnes âgées. Et nous, on a voulu savoir, est-ce que c'est une approche qui est aussi efficace pour les personnes âgées? Alors, je vous rassure, ça ne ressemble pas à mon bol de tout à l'heure. C'est plus quelque chose qui ressemble à ceci. Alors, on vient mettre 2 électrodes comme ça au niveau de la tête. Je vous épargne les détails, le temps file. Je vais tenter de faire court, là, mais on avait 2 groupes. Un groupe qui recevait le vrai traitement et un groupe de patients, de participants qui recevaient une stimulation placebo. On aime souvent faire ça en recherche pour voir est-ce que c'est un effet placebo ou il y a vraiment un effet qui est réel. Et voici les résultats. Donc, en bleu, vous avez les résultats du groupe expérimental, donc qui ont reçu le vrai traitement. Et en rouge, ce sont les gens qui ont reçu la stimulation placebo. En anglais, on dit sham ou la stimulation simulée. Et vous voyez clairement que pour les gens qui avaient reçu le vrai traitement, on a réduit les douleurs de l'ordre de 30 % pendant la semaine de stimulation, ou suivant, je devrais dire, la première semaine de stimulation. Et lorsqu'on a fait un suivi, une semaine plus tard, ça s'est maintenu. Donc, il y avait un soulagement de 33 % des douleurs chez les personnes âgées, alors que ce n'était pas du tout le cas chez les gens qui avaient reçu le placebo, vous le voyez ici. Alors, on était assez encouragés par ces résultats-là. Évidemment, ça demeure une étude pilote. On est encore en train En fait, on a fait une demande de subvention. Les chercheurs, c'est ça. On me posait la question, qu'est-ce qu'on cherche, les chercheurs? On cherche de l'argent. Donc, on a fait une demande de subvention pour aller chercher de l'argent pour essayer de recruter. On veut faire cette étude-là chez 150 participants partout à travers le Québec pour confirmer ça. Mais vraiment, les résultats sont très prometteurs
Et on était très contents parce que c'était des personnes âgées qui venaient nous voir, qui avaient des douleurs depuis 10, 12, 15 ans, qui avaient souvent tenté plusieurs autres approches avec plus ou moins de succès. Et avec une semaine de traitement comme ça, on a réussi quand même à réduire de 30-33% leur douleur. Alors, on était très contents. Ce qui est à savoir, et je vous le dis parce que ce n'est pas juste mon côté neurophysiologiste, là, mais vous allez voir pour la suite, là, la région qu'on stimule. Quelle région du cerveau vous pensez qu'on stimule? Bien, au début, les chercheurs, quand on a tenté d'utiliser cette approche-là de stimulation transcrânienne pour soulager les douleurs, on s'est dit on va stimuler la région ici en bleu, qu'on appelle le cortex somatosensoriel. Et c'était bien logique. Et pourquoi cette région-là? Tout à l'heure, quand je vous disais que les informations, les influx nociceptifs rejoignent le cerveau, eh bien, c'est dans cet endroit-là, en bleu, que le message se termine. Et c'est là, dans cette région-là, en bleu, qui est vraiment cette région-là qui est impliquée dans la perception de la douleur. Alors, logiquement, les chercheurs se sont dit, on va stimuler cette région-là, le cortex somatosensoriel, et ça donnait des résultats plus ou moins concluants. Et c'est vraiment quand on a commencé à déplacer le site de stimulation, les électrodes un peu plus vers l'avant, sur cette partie rouge ici qu'on appelle le cortex moteur, qu'on s'est mis à avoir des résultats probants, où là, on a réussi vraiment à commencer à avoir des résultats positifs sur la réduction de douleur. Et moi, ça me parle beaucoup. Et pourquoi, comment on explique tout ça? Eh bien, les chercheurs ont montré avec les années, avec les outils de neurostimulation, qu'il y avait beaucoup de... Vous revoyez cette même région-là en rouge, le cortex moteur ici. Il y a beaucoup de fibres nerveuses qui partent de cette région-là, qui rejoignent une région qu'on appelle le thalamus et qui vont rejoindre aussi les autres régions du tronc cérébral dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont impliquées dans le freinage. Vous vous en rappelez peut-être. Alors, mais c'est par l'entremise de ces voies-là qui redescendent jusqu'au niveau du thalamus et du tronc cérébral qu'on aurait cet effet bénéfique pour venir freiner la douleur. Le cortex moteur, il y aurait beaucoup de ces fibres-là qui descendraient beaucoup plus que pour le cortex somatosensoriel. Et de cette façon, le cortex moteur serait une formidable porte d'entrée pour aller atteindre ces structures cérébrales qui sont plus profondes. Et ça, je trouve ça intéressant non seulement d'un point de vue d'un neurophysiologiste, mais aussi d'un point de vue d'un physiothérapeute. Parce qu'on aime souvent donner des exercices à nos patients. Et je vous dirais qu'on a souvent une vision très biomécanique de nos exercices. C'est-à-dire qu'on va donner des exercices à des personnes qui ont mal au dos, par exemple, et suite à ces exercices-là, bien, les gens vont renforcer leur dos, leurs muscles, leur dos va devenir plus stable, et à cause de ça, bien, ils vont avoir moins de douleur. C'est vrai, il y a quand même cet effet biomécanique qui est présent, mais je vous dirais que lorsqu'on donne des exercices aux gens, lorsque vous bougez, bien, vous activez de façon endogène, de façon naturelle, votre cortex moteur et ces projections-là qui vont redescendre jusqu'au niveau du thalamus et jusqu'au niveau du tronc cérébral. Alors, c'est probablement pour ça que les études montrent des bienfaits si importants pour les exercices. C'est parmi les approches qui ont été montrées les plus efficaces, les exercices pour réduire la douleur. Il y a, je le répète, clairement un effet biomécanique, mais il y a un effet neurophysiologique aussi par l'entremise de l'activation de ces voies-là qui partent du cortex moteur. Alors, lorsque vous bougez, vous faites un traitement de stimulation transcrânienne de façon naturelle. Dites-vous ça. Et c'est pour ça que je vous encourage beaucoup à faire ces exercices-là. Si vous souffrez de douleur, c'est parmi les approches qui ont été montrées les plus efficaces. On pense peut-être que quand même, la stimulation transcrânienne pourrait être utile chez certaines personnes. Peut-être que pour qui c'est plus difficile de repartir ces boucles-là, ces voies-là. Donc, il y aurait peut-être besoin d'un petit oomph, d'un petit boost pour repartir ça. Mais sinon, règle générale, je vous le dis à ceux et celles quand je vous présente en disant « Guillaume, où est-ce que je peux me procurer ce type de traitement-là? » Ça commence. On a commencé à l'implanter à Sherbrooke. Ça se fait aussi ailleurs au Québec. Mais sinon, même si vous n'avez pas une clinique qui donne ces traitements de stimulation transcrânienne, rassurez-vous, dites-vous que vous êtes capable vous-même d'y aller avec un traitement naturel par l'entremise des exercices. Et si je peux un peu y aller puis ajouter une couche supplémentaire là-dessus, on a publié une étude de cas, ça remonte à 2017 avec une de mes anciennes professeurs à l'Université d'Ottawa, avec qui m'a enseigné pendant mon baccalauréat en physiothérapie, où on a regardé l'effet d'un programme de tricot chez des femmes. Une femme, dans ce cas-ci, c'est une étude de cas, donc il faut faire attention. C'est un cas, mais quand même, c'est intéressant, où cette femme-là qui souffrait de douleur, suite à un programme de tricot, a réussi à diminuer de façon très importante ses douleurs et la raideur qu'elle ressentait aux mains. Alors là-dessus, ce n'est pas un programme très compliqué, très intense. On ne parle pas de courir 30 minutes à chaque jour.
On parle simplement de bouger un tout petit peu, de faire un peu de tricot, d'activer ces projections-là motrices au niveau de notre cerveau. Ça peut aider vraiment à diminuer de façon importante les douleurs qu'on ressent. Alors, je vois le temps passer, je vais m'arrêter là-dessus, faire peut-être une petite phrase en guise de conclusion. Vous rappelez que tout au long de son trajet vers le cerveau, le message de douleur est soumis à une série de modulations, le fameux gradateur rotatif dont je vous parlais tout à l'heure, et que ce système de freinage-là peut être activé pour bloquer la douleur. Vous avez cette capacité-là, vous, de vous faire des propres massages, d'aller vous procurer un appareil TENS ou d'aller voir un massothérapeute pour vous soulager la douleur par l'entremise de la théorie du portillon, le niveau aussi en bleu, d'y aller avec des stimulations par contre-irritation un peu plus fortes, sans aller vers les trépanations, là, je ne vous conseille pas d'aller vers là, mais donc des stimulations plus intenses pour créer des douleurs, pour aller réduire cette douleur-là que vous ressentez. Utiliser des approches comme l'hypnose, l'exercice qui va venir jouer sur ces mécanismes-là descendants qui partent du cerveau. C'est des approches qui sont efficaces pour réduire les douleurs. Et je vous dirais pour terminer que non, ce n'est pas normal de souffrir en vieillissant. Soyez proactif et demeurez actif. Alors, c'était ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie de votre attention. Je vous montre ici peut-être une photo de mon laboratoire. Vous voyez que même nous, on est jeunes, mais on bouge déjà. Ça peut être des fois, on y va avec des activités peut-être un peu plus intenses, comme le paintball, mais aussi, on joue aussi au curling, ici, vous voyez. Donc, l'important, c'est de bouger, c'est de rester actif, et je vous encourage à faire la même chose de votre côté. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Je pense que peut-être il y a quelques petites questions avant qu'on se quitte. Je crois que Brigitte, tu avais des questions? Oui, j'ai eu des douleurs aux pieds. Ils sont arrivés, ça a duré 6 mois et ça s'est arrêté sans que je fasse quoi que ce soit. Qu'est-ce qui arrête la douleur? Qu'est-ce qui fait qu'on a de la douleur et que ça s'arrête comme ça d'un jour ou l'autre? En fait, je ne connais pas votre Est-ce que condition, ça donc il s'explique? peut y avoir différentes raisons pour ça, ou bien la condition s'est résorbée d'elle-même, a guéri. Des fois, il y a peut-être un petit peu d'inflammation, il peut y avoir certains tendons, on parle de tendinopathie ou d'autres petites régions qui ont été irritées. Et des fois, d'emblée, d'entrée de jeu, le corps humain est quand même bien fait. Cette inflammation-là peut se résorber, la condition peut guérir, Oui. et c'est peut-être ce qui vous est arrivé. Sinon, moi, ce que j'ai en tête aussi, pour reprendre ce que je vous disais, peut-être que vous êtes resté active, vous avez continué à bouger, à faire vos choses, en respectant la douleur. Évidemment, il ne faut pas, quand on a de la douleur, il faut quand même respecter un tant soit peu cette douleur-là pour ne pas pousser trop loin. Mais le pire conseil qu'on peut donner à quelqu'un, si je reprends un conseil qu'on donnait il n'y a pas si longtemps, aux gens qui souffraient de maux de dos, de lombalgie, on leur prescrivait du repos au lit. Alors, on leur disait, restez au lit, ne bougez pas, puis tant que la douleur ne disparaît pas, vous restez couché. C'est à peu près le pire conseil qu'on pouvait leur donner. Aujourd'hui, on réalise que non, il faut continuer à bouger. Il faut s'adapter, il faut trouver des façons de soulager notre douleur. Je vous dirais aussi là-dessus que la douleur, c'est malheureusement, le système nerveux est très bien fait. Dans le sens que si on va quand on va à l'école primaire, secondaire, à l'université, puis qu'on répète, imaginons qu'on est à l'école primaire, puis qu'on répète la capitale d'un pays qu'on est en train d'essayer d'apprendre plusieurs fois, eh bien, on va finir par emmagasiner, par se rappeler. Il y a une trace qui va être laissée dans le système nerveux et on va se rappeler de la capitale de ce pays-là en question. Et c'est magnifique. C'est ce qui nous permet d'apprendre plein de choses. Malheureusement, pour la douleur, ça se produit également. Donc, si on ne soulage pas bien les douleurs, une douleur aiguë, ce qui va se passer, c'est que le message de douleur va s'enregistrer dans le système nerveux et on va continuer à ressentir ces douleurs-là par la suite. Et même si la condition ultimement guérit, même si l'inflammation se résorbe, il y a même des cas extrêmes. Vous avez peut-être entendu parler des gens qui on parlait d'arthrose tout à l'heure, qui souffrent d'arthrose, qui vont se faire opérer. Généralement, ça fonctionne bien, hein? Mais il y a des cas quand même où les gens, même après une arthroplastie, on a changé complètement l'articulation. C'est une articulation artificielle. Ces gens-là vont continuer à ressentir des douleurs. Bien, pourquoi? Mais c'est à cause de cette trace qui a été laissée dans le système nerveux. Il y a des cas encore plus extrêmes que je peux évoquer. Vous avez peut-être entendu parler des douleurs fantômes, des gens qui se font amputer et qui vont ressentir des douleurs dans la partie amputée du membre
Pourtant, clairement, il n'y a plus de nocicepteurs. On a parlé de neurophysiologie tout à l'heure. Hein? Il n'y a plus de nocicepteurs. Ce n'est plus un problème de transmission, mais le problème est vraiment parce qu'il y a eu cette trace qui a été laissée dans le système nerveux. Alors, pour revenir à l'idée de j'endure ma douleur pour gagner mon ciel, ce n'est pas une bonne idée. Je vous le disais, je vous le répète ici. La meilleure chose à faire, c'est de rester actif et de gérer, de soulager cette douleur-là. Quand vous avez mal, il faut vous trouver des trucs, que ce soit de l'acétaminophène, que ce soit un massage, que ce soit de la chaleur, peu importe. Mais on réalise aujourd'hui qu'une douleur mal soulagée, mal traitée peut avoir malheureusement tendance à se chroniciser. Merci. J'ai une question aussi de... Alors, déjà, j'ai Nicole, parce que Nicole, comme son micro ne marche pas, qui voulait te remercier pour ta présentation. Et puis aussi, j'ai une question de Stella, mais je ne sais pas si tu vas pouvoir répondre, parce que ce n'est pas vraiment trop qui demandait si l'hypnose aidait pour les gens qui ont, par exemple, les maladies mentales ou la dépression, comme des addictions. Mais en même temps, ce n'est pas vraiment ton domaine, alors je ne sais pas trop si tu peux répondre à cette question. Ce n'est pas dans mon champ de pratique, effectivement. Moi, je suis plus dans la douleur et ni en réadaptation. On touche un peu moins à ce côté-là, mais je peux quand même vous dire que oui, de ce que j'ai vu passer très rapidement, moi, j'ai des bonnes raisons de croire que oui, ça pourrait tout à fait être utile pour ce genre de situation-là également. L'hypnose, qui était regardée un peu de haut il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, les études scientifiques montrent que non, c'est quelque chose qui fonctionne pour la douleur, mais aussi pour plein d'autres interventions. Et là-dessus, je vous dirais, il n'y a rien comme l'essayer. Et c'est comme, ici, on revient peut-être à la douleur, mais je pense qu'on peut faire des beaux parallèles pour d'autres conditions de santé. En douleur, on va souvent parler d'analgésie multimodale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas opposer la médication aux approches non pharmacologiques. Les études montrent, hors de tout doute, que c'est en combinant les deux qu'on a les meilleurs effets. Lorsqu'on combine les médicaments et les approches non pharmacologiques, comme le massage ou les exercices, c'est là qu'on va vraiment réduire le plus notre douleur. Et en ajoutant les approches non pharmacologiques, bien souvent, on va être on va être pris à prendre moins de médicaments. On va avoir besoin de prendre moins de médicaments pour soulager les douleurs qu'on ressent. Et ça veut dire souvent moins d'effets indésirables. Je vois l'acupuncture, je pourrais revenir sur le fonctionnement absolument, mais c'est le même principe pour l'acupuncture. Et donc, n'hésitez pas, c'est en combinant ces approches-là souvent. Ce n'est pas d'opposer, de dire moi, je ne prends pas de médicaments ou moi, je ne prends que des médicaments. Essayez-le et il n'y a rien comme l'essayer. C'est vous l'expert de vos symptômes. Et pour la médication, on peut le voir aussi pour d'autres approches. Il peut des fois y avoir des effets indésirables. C'est vous l'expert. Donc, vous prenez, imaginons qu'on prend un médicament X, vous le prenez et là, vous vous dites, c'est quoi les bienfaits que j'en retire? Et si vous vous dites, j'en retire beaucoup de soulagement et il y a un tout petit peu d'effets indésirables, je pense qu'on a notre réponse. On dit, parfait, on continue. Mais si c'est l'inverse, si vous dites, j'ai beaucoup d'effets indésirables et à peu près pas de soulagement, mais à ce moment-là, vous passez à autre chose. Vous arrêtez cette médication-là, vous essayez un autre médicament ou vous laissez tomber complètement, mais il faut l'essayer. Je vous dirais que c'est vous l'expert et il n'y a rien comme essayer pour réussir à bien vous soulager. Je répète, je vois des thumbs up, tant mieux, merci. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à utiliser les approches qui vous fonctionnent. OK. Oui. Hélène, oui, il faut que tu réactives ton micro. Attends, Hélène. Est-ce que tu vois pour le réactiver? C'est en bas à gauche habituellement. Non, tu as la caméra. Il faut que tu ailles sur l'autre. En bas, tout à gauche, avec ton petit micro là. Il faut que tu cliques dessus. Il doit être barré en rouge normalement. Non, toujours pas. Ah, c'est bon. Oui, voilà, on vous entend. OK. Est-ce que le mal est causé par de l'inflammation ou l'inflammation cause le mal? En fait, c'est plutôt la première. Hein? Donc, l'inflammation va apporter la douleur. Quand on a une inflammation, il va y avoir une libération. On va parler de façon imagée d'une espèce de soupe inflammatoire. Donc, toutes sortes de molécules, prostaglandine, bradykinin, pour nommer quelques exemples. Donc, des molécules qui vont venir sensibiliser les nocicepteurs. Je reviens encore là à l'idée des nocicepteurs et qui vont même les activer, ces nocicepteurs. Donc, oui, c'est vraiment l'inflammation qui va causer la douleur. Ceci étant dit, vous avez quand même raison. Alors, on va parler d'un phénomène qu'on appelle l'inflammation neurogène ou la douleur qui est acheminée. Et il va y avoir une petite collatérale. La fibre va ramener de l'information au niveau du site de douleur. Et là, il va y avoir donc libération de molécules pro-inflammatoires. Donc, c'est un peu comme si la douleur va venir par l'entremise de cette fibre nerveuse collatérale, venir relâcher
contribuer au relâchement de certaines molécules pro-inflammatoires, encore une fois. Et ça, je vous dirais que ça insiste, ça retape sur le clou de ce que je vous disais tout à l'heure, l'importance de se soulager comme il faut, hein, parce que quand on pousse un peu trop, quand on ne se soulage pas suffisamment, et on est peut-être parfois en train d'augmenter un tout petit peu l'inflammation. Ceci étant dit, c'est plus souvent le premier que le second, mais les deux sont possibles. Et j'ajouterais aussi à ça quand même que ce n'est pas toutes les conditions douloureuses qui sont associées à de l'inflammation. Hein, on peut ressentir de la douleur sans qu'il y ait nécessairement présence d'inflammation. Et qu'est-ce qui cause l'inflammation? C'est une réponse normale, en fait, du corps humain qui est là pour qui favorise ni plus ni moins la guérison. Hein, l'inflammation va mettre en place certains mécanismes pour favoriser la guérison. Et d'un certain point de vue aussi, le fait de ressentir de la douleur suite à une blessure, ça peut être une bonne chose. Si on vient de se fracturer la jambe, par exemple, c'est une bonne idée de ne pas mettre de poids sur notre jambe un certain temps pendant que la jambe, en attendant que la calcification se forme et que la jambe guérisse. Donc, ça peut être bien vu là de mettre un peu au repos la jambe, la partie blessée. Mais un peu comme je vous le disais tout à l'heure, il faut un certain équilibre. Si on ne bouge pas puis on est au point où on arrête complètement de bouger, c'est pas non plus une bonne idée. Donc, il faut vraiment essayer de trouver cet équilibre-là parce que malheureusement, des fois, l'inflammation, un peu comme la douleur, va s'emballer un peu trop, va persister. Et c'est là qu'il faut utiliser des approches comme les anti-inflammatoires, par exemple. Merci. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, on sait que dans certaines conditions, je me permets peut-être d'ajouter comme complément, puis je vous dirais là-dessus, n'hésitez pas à utiliser des anti-inflammatoires hein, si jamais vous en avez besoin, évidemment prescrit par votre médecin ou après une discussion avec votre pharmacien. Ces approches-là sont très efficaces, mais on réalise quand même tout à l'heure, quand je disais qu'il y a des rôles bénéfiques à l'inflammation, ça va quand même ralentir la guérison de certaines maladies. Chez certains athlètes, par exemple, on dit peut-être qu'on ne devrait pas donner d'anti-inflammatoires parce qu'on veut rapidement les retourner au jeu. On connaît les athlètes, ils sont toujours très pressés de retourner à la compétition. Donc, dans des cas comme ça, des fois, on va éviter les anti-inflammatoires et donner plus d'autres types de médicaments, justement parce qu'il y a un côté bénéfique à l'inflammation. Elle est là pour favoriser la guérison. Mais c'est ça, il y a des fois où ça s'emballe, puis il faut penser aussi au soulagement de la douleur quand l'inflammation s'emballe et qu'on reste avec des douleurs trop intenses, des douleurs persistantes. Je dirais qu'il faut trouver des façons de réduire cette inflammation-là, réduire cette douleur-là. Sinon, on tombe dans le problème que j'évoquais tout à l'heure avec cette trace-là qui est en train de se faire dans le système nerveux. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a une question de Jacqueline aussi qui a levé la main. Oui, que dire des douleurs neuropathiques? Oui, c'est un bon point. Les douleurs neuropathiques, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, hein, on va parler de douleurs qui sont liées à une atteinte du système nerveux. Donc, ça peut être une atteinte du système nerveux périphérique, une lésion d'un nerf, par exemple, ou quelqu'un qui souffre de diabète, où le diabète va venir toucher certains nerfs et qui, suite à cette atteinte-là nerveuse, va développer des douleurs. Ça peut aussi être le système nerveux central. Des gens, par exemple, qui font un accident vasculaire cérébral, un AVC ou un stroke, vont ressentir des fois ces douleurs-là très intenses. Donc oui, là-dessus, je vous dirais que ce sont des douleurs qui sont malheureusement aussi présentes et qui sont parfois plus difficiles à soulager, mais c'est le même principe que ce que j'évoquais tout à l'heure. Il y a des approches très efficaces malgré tout ça qui ont été développées. Les approches de neurostimulation que j'évoquais ont été montrées utiles pour ce genre de douleurs-là. Donc oui, des fois, ça demande une prise en charge peut-être un peu différente, mais les mêmes principes s'appliquent pour les douleurs neuropathiques. Merci. Avec grand plaisir. OK. Est-ce que peut-être une petite dernière question avant? Est-ce que quelqu'un a une autre dernière question avant qu'on se quitte? Michel? Oui. Aujourd'hui, on parle beaucoup de pollution, en tout cas de questions d'environnement. Est-ce qu'il y a un lien entre la douleur et l'environnement? Est-ce que le problème d'environnement pourrait venir accentuer la douleur, par exemple? Pas que je sache, et je suis moi-même, j'ai un côté très écolo moi-même, donc je pense que c'est important. Ceci étant dit, moi, j'ai le goût de faire une étude, on réfléchit à une étude présentement où on sait que le fait d'être entouré de l'eau de verdure, des hôpitaux qui donnent accès à certains jardins extérieurs, par exemple, à leurs patients, les temps de guérison sont beaucoup plus courts pour ces patients-là que dans les gens qui vivent dans des environnements plus ternes et tout. Alors moi, je réfléchis à une idée de projet présentement où j'aimerais ça prendre un groupe et leur donner accès comme ça à l'extérieur, à des jardins, à des espaces verts
Et moi, j'ai l'impression que très clairement, ça aurait un impact bénéfique sur la douleur. Donc, je vous dirais là-dessus, M. Vizina, oui, on a raison de vouloir prendre soin de notre environnement de façon peut-être indirecte. Donc, ce n'est pas parce qu'on a un environnement pollué qu'on va nécessairement ressentir plus de douleur. Par contre, si on vit dans un bel environnement avec des beaux arbres, avec la belle nature qui nous entoure, il y a toutes les raisons de penser que ça va venir influencer notre bien-être et notre douleur aussi par la force des choses. On sait peut-être de façon un peu, ça peut me permettre de rebondir un peu sur votre question, là, les personnes qui vivent dans des situations plus défavorisées, donc les personnes plus pauvres, les personnes qui vivent dans des environnements moins riches, disons-le comme ça, ces gens-là ont plus tendance à ressentir de la douleur que les autres. Donc, ils sont prises avec des douleurs chroniques davantage que des personnes qui vivent dans des milieux plus aisés. Donc, là-dessus, je dirais oui, il faut faire attention à l'environnement, il faut prendre soin de notre environnement. Il faut aussi veiller, je pense, à avoir une approche équitable, juste, donc s'assurer que la richesse est bien distribuée pour qu'on ne laisse personne en plan comme ça et les personnes puissent bénéficier le plus possible de bel environnement dans lequel grandir au niveau de la santé de façon générale, mais on le voit aussi pour la douleur, c'est le cas. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que c'est déjà 15h06.